كاب اف ام الكلمة ليك. انترفيو دو جور. يحضر بحثنا اليوم مسيو ويليام لورانس، خبير استراتيجي أمريكي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن. Bonjour Monsieur William. Bonjour. Good morning. Good morning. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Donc Nadia. Donc Nadia, passation attaque. Bon, alors on est bien dans le domaine des attaques, donc c'est bien malheureux, mais on va parler d'un dossier qui fait vraiment actualité ces jours-ci. Ouais. Donc bonjour, on est en présence du docteur William Lawrence, docteur en relations internationales à la George Washington University. Vous étiez aussi directeur assistant à MENA, donc Middle East and North Africa. Vous aviez passé à peu près 12 ans en Afrique du Nord, dont 6 au Maroc. Donc là, je pense qu'il faut vous dire Sbah al-Khir. Sbah al-Nour. Voilà, excellent. Excellent. Good morning. Il faut dire Sbah al-Yasmin. Sabah al-Ful ou al-Yasmin. Donc je tiens à dire que Amal est en train de réviser son anglais depuis une semaine. Voilà, donc pour dire good morning, il lui a fallu beaucoup de courage. Donc je te félicite, Amal. Je te félicite réellement. Donc on va commencer le dossier Syrie. On ne peut pas passer outre ce sujet. Des attaques, un samedi noir, on peut parler d'un samedi 14 noir qui est passé sur la Syrie, des frappes, si on peut dire tertiaires, les États-Unis, des frappes américaines, britanniques et françaises. Ouais. Est-ce qu'on peut passer en revue brièvement ce samedi noir, si on peut dire? Oui, alors la première chose à dire, c'est que pour moi, je suis quelqu'un qui était pour une intervention en Syrie depuis le début, mais avec une stratégie. Et là, c'est des frappes sans stratégie. C'est le plus grand problème. Je regarde ce que Macron a dit dernièrement devant le Parlement européen. Et c'est clair dans ce qu'il a dit, c'est qu'il pense plus à la réputation de la France, réputation de la communauté internationale, réputation de Macron qu'une stratégie pour sortir de la crise. Et c'est valable pour chaque pays qui s'est impliqué dans cette attaque. On va parler tout à l'heure de la stratégie, enfin de la pseudo-stratégie de Trump. Qui ne vise en fait qu'à embellir son image et qu'à... Vous l'aviez dit hier, je pense, qu'à satisfaire sa fille. Oui. On va en parler, qui lui montrait des photos et des images d'enfants. Et Macron parlait de ses photos. Exactement. Et donc, il avait entre guillemets, envie de réconcilier sa fille avec la paix dans le monde. Et c'est pour ça qu'il a entrepris ces attaques. Trump, qui n'arrête pas, en fait, d'attaquer et de tweeter. On va parler tout à l'heure de son avocat, du procureur. Je pense que c'est une affaire qui est similaire à Watergate. Oui. Donc, non, c'est 3 fois pire. Voilà, exactement. Donc, le samedi 14, enfin la nuit entre le vendredi et le samedi 14. De toute façon, l'autre chose que je veux dire sur ce sujet, moi je suis pas de près ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait, ils ont attaqué 3 sites, 7 endroits différents, inclus les laboratoires de recherche en armes chimiques, mais la question que je pose là, c'est aussi quelle est la différence au niveau stratégie entre des armes chimiques et des barils, des bons barils à explosifs. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire les enfants qui souffrent, ils souffrent de n'importe quel genre de munitions. Alors dire qu'on va se mêler dans la guerre de Syrie parce qu'il y a un certain gendarme mais pas un autre gendarme, pour moi ça n'a pas de sens. Il fallait réagir depuis le début, il fallait réagir parce que il y a une crise humanitaire, une crise génocidaire presque. Et en plus, je vous note qu'il y avait un très bon article dans Le Monde, je crois, dernièrement, sur les 57 ou 59 sièges en Syrie. Oui. Et sièges, en tant que tactique de guerre, nécessitent
après un siège, qu'on enlève la population et on remplace avec une autre. Et on est en train de voir ça en ce moment. Donc, je repose la question. Comme j'ai dit, j'étais pour les frappes et j'étais pour l'intervention pour les raisons humanitaires. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y a une stratégie humanitaire là. C'est des frappes pour protéger les réputations. C'est des frappes pour envoyer des messages. Ça fait partie d'une certaine danse géopolitique. Sans avoir une solution pour le peuple syrien. Donc si vous permettez, on va prendre quelques secondes pour traduire votre opinion. Donc لهنا دكتور ويليام لورانس كنا نحكيو على ضربات أمل في سوريا ويقول إنه ماهوش ضد الضربات هذه الثلاثية اللي كانت على سوريا على خاطر لهنا فما ان كريم كونتر ليمانيتي يعني جريمة ضد الإنسانية جريمة ضد حتى الصغيرات لهنا كنا نحكيو على موقف الدول معناتها كان ينجم يكون أصح وخير إذا كانت فما استراتيجية واضحة من الأول ولكن لهنا ما نجموش نحكيو على استراتيجية لهنا نحكيو على صورة دول اللي تحب تلمع نفسها نحكيو على فرنسا نحكيو على الولايات المتحدة نجمو نحكيو على بريطانيا زادة يعني دولة تكر دولة أخرى وتقول عليهم معناتها يحبوا يلمعوا الصورة متاعهم هنا اون ايت انترفينيو من هنا كي نشوفوا شنو اللي يتبدل باش نحاولوا نسالوا الدكتور ويليام لورانس شنو اللي يتبدل en fait حتى شيء ما ينجم يتبدل بدون استراتيجية. Et on a un président qui dit qu'il va faire sortir tous les troupes américains tandis qu'il envoie des troupes. Exactement, vois, exactement. À chaque fois, oui. il est en train de renvoyer d'autres troupes et d'accentuer. Là, il vient d'envoyer beaucoup d'argent aux Kurdes. Oui, pour les aider avec les prisonniers de Daesh, etc. Mais en même temps, on soutient la Turquie, tu vois, qui frappe les Kurdes. Donc, c'est un conflit qui n'a pas de sens en ce moment. C'est de n'importe quoi. Et c'est grave. C'est grave pour les Syriens surtout. Exactement, exactement, c'est grave. Donc, est-ce que vous pouvez parler en arabe? Ou on continue en français? Non. Mais vous comprenez l'arabe, hein? Oui, bien sûr. Donc on va continuer avec le dossier de la Syrie. On parlait de Trump, on parlait de ses tweets, on parlait de ses problèmes avec le procureur. Le procureur Mueller, qui constitue maintenant un peu sa bête noire. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce sujet-là? Alors, il y a beaucoup à dire. D'abord, on est fiers du fait que les institutions américaines ont pu faire une certaine résistance, et on parle de résistance aux États-Unis à tout ce qui fait Trump, que ce soit les tribunaux envers le Muslim ban, tu vois, la tentative de bloquer l'immigration de certains pays musulmans, et bien sûr, le Congrès avait autorisé au département de justice de nommer M. Mueller et qui fait une investigation très importante sur pas seulement ce qui a fait Trump depuis l'élu, mais ce qu'il fait depuis des décennies. Trump a fait plusieurs faillites. Trump avait emprunté de l'argent des oligarques russes. Là, on est en train de voir 3 oligarques russes arrêtés dans les aéroports internationaux, fouillés dans leurs affaires, etc. Et on dit qu'il y a des indictments, ça veut dire les condamnations qui vont venir bientôt sur Jared Kushner, le fils de Trump, sur d'autres gens autour de lui. Ces sociétés sont en régression maintenant. Oui. Il y a vraiment une crise Trump maintenant qui est en cours. Il n'y a plus de confiance en les sociétés. Voilà. Absolument. Oui. Et comme j'ai dit hier, en privé, tous les députés républicains, presque tous, disent la même chose. Ils ont honte de ce qui se passe, mais pour les raisons politiques, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est étonnant le nombre de députés républicains qui ne se présentent même pas pour les élections l'année prochaine parce qu'ils ne peuvent pas. Oui, exact. Il y a vraiment une crise pour les campagnes. Oui. Il y a des élections qui sont en cours maintenant. Oui. Donc, vous aviez dit, il y a quelque temps, je pense que Trump ne va pas continuer son mandat. Oui. Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est un monsieur qui n'a pas peur de choquer des gens, qui n'a pas peur de confronter des gens, qui n'a pas peur de faire des bêtises si ça lui sert à quelque chose. Mais en même temps, c'est un monsieur qui dans son empire
commercial, son empire tu vois, des hôtels, etc., dépend de sa réputation, dépend de son accès au capital. Et là, son seule source depuis plus que 10 ans, c'est des oligarques russes qui sont maintenant bloqués à lui donner de l'argent. Donc je crois que il peut pas continuer comme ça. Je crois qu'il doit démissionner avant la fin de son mandat d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un qui est en train d'attaquer des multinationales quotidiennement. Oui. C'est quelqu'un qui est passé de la Corée du Nord. Alors, on est passé par la crise Corée du Nord. Ensuite, Iran. Oui. Avant ça, la pseudo-trahison de la Corée du Sud. Venezuela. Voilà, exactement. Oui. Maintenant, il y a un responsable de la Corée du Sud qui est en visite aux États-Unis. Oui. Après, Iran. Maintenant, Syrie. Alors, à quoi s'attendre maintenant ? J'en sais rien, mais c'est sûr qu'il y a des gens autour de lui qui veulent frapper Iran prochainement. On va voir ce qui se passe. Et il faut pas oublier que les États-Unis continuent à frapper un peu partout. Ils frappent en Libye, ils frappent ailleurs, tu vois. Donc c'est grave ce qui se passe en ce moment. Et vraiment, de jour en jour, de l'heure en heure à Washington, on ne sait pas ce qui va se passer avec ce président. C'est grave. Donc لهنا أمل نحكيو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاستراتيجية معناتها اللي هو حطتها في الماندا نتاعو. لهنا دكتور ويليام لورانس يقول إنه من المتوقع انه دونالد ترامب ماهوش باش يكمل النيابه الرئاسيه نتاعو على خاطر باش يخرج قبل ما يوفى لو ماندا بريزيدونسيال نتاعو. علاش؟ على خاطر ديجا لي سوسيتي نتاعو الشركات نتاعو سون بريسك اون فايت. عنده اون كريز ايكونوميك، ازمه اقتصاديه كبيره. هذا انسان اللي قاعد يهاجم معناها في دي مولتي ناسيونال، مؤسسات معناتها عالميه، شركات عالميه كبيره برشا وبلاش استراتيجيه بيان سور كالعاده. لهنا كنا نحكيو على ازمته انتر غيمي مع لو بروكورور مولر اللي هي نجموا نشبهوها بالازمه ووترغيت معناتها. وحتى الدكتور ويليام لورانس يقول ان هي تنجم تكون اخطر من هكا. وحاجات معناها غيالمون ما تنجم تفهم حتى شيء. فما تشتت كبير برشا في الافكار. مره عنده ازمه مع لا كوريا دو نور، كوريا الشماليه، من بعد تجينا خيانه كوريا الجنوبيه اللي هي تحالفت معاه، من بعد تجي ايران، اليوم نلقاو الازمه مع سوريا. دونك وين باش يمشي هذايا الكل؟ لهنا دكتور ويليام لورانس يقول لي بالحق سولون الاستراتيجيه اللي في مخ دونالد ترامب ما نجموش نعرفوا إلي تالمون امبريفيزيبل. هذا انسان ما تنجمش تتوقع كل شيء. En plus, il y a une fuite à la Maison Blanche. Il y a 5 qui ont démissionné juste en 10 jours là, de Conseil national de sécurité et qui ne seront pas remplacés. Il y a le porte-parole qui a démissionné, le secrétaire, un ministre, le plus près consultant. Donc dernièrement, bien sûr, on va parler du chargé de la sécurité qui a démissionné, qui a été remplacé par Bolton. Donc tout à l'heure, après les news, on va parler de Bolton et de ce entre guillemets cow-boy comme on l'appelle à la Maison Blanche. Voilà, très bien. نحن مازلنا معكم في كابوتشينو للعشرة متاع الصباح. زلنا نادية معنا مسيو ويليام لورانس نحكيو على ترامب والسياسة متاع ترامب واستراتيجية اللي هي ما فماش جملة حسب ما يحكي مسيو ويليام. كما قلنا دكتور ويليام لورانس خبير استراتيجي أمريكي وأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن. Bonjour encore une fois. Bonjour. Donc on va faire juste un petit récap باش نعملوا حوصلة صغيرة على اللي كنا حكيناه قبل الأخبار. كنا نحكيو على سوريا وضربات في سوريا، وكنا نحكيو على الاستراتيجية الغائبة تماما لدونالد ترامب اللي يمشي معناتها بهواه، مرة إيران، مرة كوريا الشمالية، مرة سوريا، وهذا الكل معناتها هو واللومور نتاعو استراتيجيه غائبه تماما. اي والاخطر انه كما قال مسيو ويليام اللي ما تتوقع منه كل شيء فوالا. هذه ضربه ثلاثيه على سوريا وعلى لي سيت معناها اللي تصير فيهم لا برودكسيون شيميك، اللي تصير بيان سور بها الضربات الكيميائيه على سوريا والشعب السوري. لهنا قال دكتور ويليام لورانس انه متوقع انه فما ابوبخي 59 سياج. شو معناتها سياج؟ معناتها تاخذ شعب وتعوضوا بشعب اخر. هذا
هذا هو المتوقع وهذا هو اللي قاعد صاير اليوم في سوريا. كنا حكينا زادة على مشاكل دونالد ترامب من شيرته انه يحب يلمع صورة بلاده. هذا هو الامر زادة المتوقع لماكرون ايمانويل ماكرون في الرئيس الفرنسي اللي يحب يلمع صورته. ما هيش حاجة اللي ياسر مرتبطة بسوريا وتحسين الامر والاوضاع في سوريا، على خاطر الامر والوضع ما هوش باش يتحسن غاديكا بالضربات هذه. ما قايلهم الا قاعدين يدمروا كما قال ايمانويل ماكرون ديرنييرمون قدام لي زورو ديبوتي النواب الفرنسيين الاوروبيين بلوتو. قال انه قاعدين صحيح نضربوا في ضربات معناها ثلاثيه في سوريا، صحيح قاعدين ندمروا في المواقع اللي يتم فيها يعني استخراج المواد الكيميائيه اللي يتم بها الضربات غاديكا، ولكن اسكو باش نبدلوا حاجه بوتيتر با، اما هانا قاعدين نعملوا لهنا. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'ONU, Dr William? Est-ce que l'ONU est présent? Est-ce que l'ONU est un genre de, entre guillemets, témoin de Jéhovah? Ouais. Présent, absent, observateur? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ils sont présents, ils sont témoins. C'est vrai, du côté humanitaire, ils font des choses quand même. Il y a 11 millions de déplacés en Syrie et c'est l'ONU surtout qui mène l'effort d'aider ces gens. Mais en tout ce qui concerne les négociations, en tout ce qui concerne les frappes, en tout ce qui concerne la guerre, l'ONU ne fait rien. Il ne faut jamais oublier que l'ONU, comme l'Union européenne, c'est une collectivité d'États. Donc si l'État ne sont pas d'accord entre eux pour une politique, l'ONU, ça ne veut rien dire. Il ne sert à rien s'il n'y a pas d'accord entre les pays concernés. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure d'une théorie dont vous aviez que vous aviez évoqué dans un article récent. Oui. Donc c'est la théorie du, si je puis traduire, chaud froid qu'est en train d'utiliser Donald Trump. Donc j'ai écrit un article il y a quelques mois sur la politique étrangère de Trump envers l'Afrique du Nord. Et j'ai parlé de l'histoire de Boucle d'Or et les trois ours, tu vois, avec le Goldilocks qui a les trois. Elle essaie celui qui est chaud, elle essaie celui qui est froid, elle trouve juste mieux. Et il y a une chose chez Trump, il essaie toujours de trouver quelque chose de chaud. C'est très très chaud là. Très très chaud. Et il essaie quelque chose de très très froid. Et en Syrie, il est en train de faire la même chose là. C'est le choc froid thermique, et chaud. Et en fin de compte, souvent, il finit par trouver un certain juste milieu, mais lâche et pas très réfléchi quoi. Et souvent la même politique plus ou moins d'Obama et de Bush le fils, Bush 43. Donc il n'y a pas beaucoup de changements là. Et c'est ceux qui ont élu Trump voulaient un changement, mais il n'y a pas de changement. Au lieu de changement, il y a des il y a des drames, il y a comment on dit, les sautes, tu vois, mais on n'a rien vu au niveau des changements géostratégiques importants, on n'a rien vu. Donc là, nous parlons على التغيرات الجيوستراتيجية اللي يحب يوصل لها ترامب. أما اسكو وصل لها ولا لا؟ قاعد يستعمل في حسب دكتور لورانس، قاعد يستعمل في استراتيجية متاع عرفت سخون والبارد. سخون برشا بارد برشا، سي ان شوك تيرميك معناتها مره يجرب هذا مره يجرب هذا ويحاول يلقى جوست ميليو، يلقى استراتيجيه في الوسط. ولكن اسكو وصل لها ولا لا؟ Ça c'est une autre question. Donc là maintenant que vous avez évoqué Obama, donc une dernière question sur Trump. Est-ce qu'il est en train de prendre sa revanche sur Obama? Est-ce qu'il est en train d'essayer les terrains sur lesquels a échoué Obama, ce qu'avait promis Obama et qu'il n'a pas fait? Est-ce que Trump est en train de le faire maintenant? نيديا السؤال هذا نتصور مسيو ويليام يجاوب عليه بعد شويه. دون كيلكوز انستون راجعين. دونك مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا معاكم نحن في كابوتشينو لل10 متاع الصباح. كابوتشينو Steve Krog, وجديد في salle de sport champion Nebel, musculation fitness avec des coachs et suivi personnalisé. وزيدا ما نسيناكمش في الباك سبور. هذاك علاش موجودين على ذمتكم les meilleurs spécialistes en gymnastique. Salle de sport champion Nebel, le numéro 1 des sports de combat au Gabon. Karaté, taekwondo, kung-fu, kickboxing. Infoline 50 532 100. محلاها فرحة العمر، ومع مبلاتكس الفرحة فرحتين. جديد في مبلاتكس الباك دو مارياج بين بيت النوم والليفينغ والصالون، عندك ما تختار. مع مبلاتكس تنجم تعمر دارك على كيفك، تختار اللي تحب عليه في كل قاعة عرض مبلاتكس في كامل الجمهورية. مبلاتكس حكاية عمر.
كابوتشينو 8 غير بار رجعنا لكم في كابوتشينو. اهلا وسهلا مرحبا بالناس الكل اللي خلطت علينا توا. ان شاء الله نهاركم مبروك يا ربي. ان شاء الله صباحكم احلى صباح. دونك نيديا مع مسيو ويليام لورانس كنت سالته على اوباما. فوالا كنا نحكيو على اوباما وسالته قلت له اسكو اليوم دونالد ترامب قاعد يحاول ينجح وين حسب رايه انتر جيمي فشل باراك اوباما. المواقع والا المواضيع اللي ما تطرق لهمش اوباما وما كانتش ليه حسب دونالد ترامب الشجاعه باش يمشي لهم. اسكو مشى لهم دونالد ترامب وقاعد ينتقم ما بين ظفرين؟ D'abord, il faut dire qu'il y en a pas mal d'Américains qui parlent de white lash. Après le premier président noir, il y avait une certaine revanche des blancs racistes. Exactement. Et ça a joué dans les élections. Donc c'est du white lash. Et c'était le principal sujet de sa campagne, d'ailleurs, le racisme. Oui, en partie en code. Il était parti des Mexicains en allant vers les Noirs américains. Voilà. Alors ça a joué énormément, pas pour tous qui ont voté Trump, mais pour beaucoup, 30%, ils étaient... ils votaient pour des raisons quasi racistes ou ouvertement racistes, ça dépend des voteurs. Mais en même temps, et à cause de ça en partie, Trump est en train d'essayer de défaire tout ce qui a fait Obama sans le remplacer avec quelque chose. Donc il est en train de défaire sans faire. Tu vois, et donc c'est un genre de nihilisme politique qui est effrayant, qui concerne tout le monde. Et là, dernièrement, l'ancien directeur du CIA, John Brennan, il a dit que maintenant, on n'a pas de démocratie aux États-Unis, on a de c'est quoi? Kakistocracy. Kakistocracy, c'est le gouvernement des pires. Exactement, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Oui, mais kakistocracy, c'est les pires qui ont pris contrôle du gouvernement et en train de voir n'importe quoi. Voilà. Donc avant de passer à la Libye, bien sûr, on va juste dire 2 mots sur vraiment l'homme de l'affaire Trump, si on peut dire, Bolton. Donc son arrivée à la Maison-Blanche, le nouveau conseiller en sécurité nationale, le nouveau cow-boy à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut dire que Bolton est vraiment derrière ces frappes? Est-ce que c'est lui qui a poussé Donald Trump? Moi, je dis non. Il y en a qui ont dit oui, et c'est vrai que Bolton n'était pas pour un accord du Congrès pour les frappes, et Mattis, le chef du Pentagone, était pour, donc il y avait un certain débat là. Non, mais ceux qui voulaient frapper l'Iran, et surtout l'équipe de Flynn, le premier conseiller en sécurité nationale, ils étaient pour ça bien avant que Bolton arrive. C'est vrai que Bolton est un néoconservateur, anti-Iran, mais c'est pas lui l'architecte de tout ça. Et en plus, si vraiment Bolton avait mis sa marque sur ça, il y aurait eu beaucoup plus de frappes. 3, c'était assez limité, comme les 2 qu'on a fait il y a quelques mois. Donc non, je vois pas tellement la marque de Bolton là, mais c'est avec tout le purge, tu vois, le nettoyage qu'on a fait au Conseil de sécurité, Bolton a une occasion là de remplacer tous ces gens avec les gens qui sont d'accord avec lui. Et c'est important. Et on parle d'un personnel, parle d'un personnel quasi israélien qui est en train de remplacer l'ancien personnel à Washington. Oui. Voilà. Et donc, c'est avec Bolton, c'est de plus en plus des gens... moi, je dis pas pro-Israël, parce que si tu es pro-Israël, à mon avis, tu es pour la paix entre Israël et ses voisins. Mais c'est des gens pro-Israël, pro-Likoud, pro-droite israélien qui veulent tout ce qu'Israël veut. Et comme vous avez évoqué avant, ils veulent les frappes envers l'Iran pour les mêmes raisons qu'Israël veut une confrontation avec l'Iran. Voilà. Il y a un conflit, enfin beaucoup plus qu'un conflit, une quasi-guerre qui est en train de se prononcer de plus en plus entre l'Iran et Israël avec un pont Syrie. Oui, et avec Arabie Saoudite et les Émirats de leur manière. Exactement. Abu Dhabi contre Dubaï. Ça, c'est un sujet on va traiter bien sûr ultérieurement en fond et en large. Donc là, on va passer à la Libye. Donc là, باش نتعداو الموضوع ليبيا عمل نحكيو bien sûr هما جيران. امن كيما نقولوا امن ليبيا هو من امن تونس. دونك كي نحكيو على الحدود التونسيه الليبيه لهنا نحكيو على ليبيا وتونس. La Libye, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, la première chose à dire, c'est que, et moi je le dis depuis longtemps, c'est que, entre autres
le sort de la Tunisie dépend un peu d'une solution pour la Libye, comme on a vu en 2015 avec des attaques, Exactement. etc., et en 2016 dans le sud. Et le sort de la Libye dépend de la Tunisie. Donc, c'est les deux pays, à mon avis, qui vont tous les deux réussir, ou bien tous les deux faire faillite à long terme du point de vue transition démocratique, etc. Je parle souvent avec les responsables libyens, comme les responsables tunisiens, et je suis assez choqué qu'il y a un manque de dialogue entre les Tunisiens et les Libyens, sauf au niveau présidentiel, tu vois, parce que Béji, il a des réunions régulières avec les responsables, mais à part ça... On n'a rien vu de concret, oui, c'est-à-dire que on a deux journalistes qui sont détenus en Libye depuis des années. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas leur sort. Il y a le décès et la vie qui sont à chaque fois confirmés et niés. Donc nous ne sommes même pas capables d'avoir des informations entre les deux gouvernements. Et le plus grand nombre de fighters, des militants en Libye non libyens, c'est les Tunisiens. Et la plupart de ceux-là sont du sud, de Ben Guerdane, de la région là. Donc tu vois, les deux pays sont très liés, leur sort est très lié. Pour la santé de Haftar, moi j'ai vu le sort de la Libye tient vraiment un cheveu. Mais je parle de Haftar maintenant, le général de l'Est. J'ai vu 8 versions différentes de son état de santé, mais on est en train de parler de l'après Haftar. Et c'était Haftar lui-même qui a fait le plus pour bloquer du progrès politique en Libye. Donc c'est une occasion là, avec la maladie de Haftar. Mais ce qui est confirmé, c'est qu'il est très malade. Donc, il a un cancer de la prostate. Cancer de prostate, il avait un AVC. Un AVC, voilà. Et puis je crois qu'il avait une période de coma, on a dit. Mais il est en train de se récupérer. Mais je crois que ça y est, il a 75 ans. Exactement. Il est pas en bonne santé, l'ANL, donc l'armée nationale libyenne a complètement nié ça. On a même entendu dire. Ni armée et ni nationale. Exactement. Donc, on a presque failli entendu dire qu'il était aux Jeux Olympiques, tellement il était en bonne santé. Donc voilà. Tandis que le salafiste dit qu'il est mort. Exactement. Et tout ça, c'était pour tester les alliances. Parce qu'il y avait des annonces de mort pour tester voir qui est avec lui, contre lui, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie en Libye. Non, pas il y a 3 parties qui sont à peu près égales, à partie égale. Donc voilà, on a l'Est, l'Ouest, et on a les milices. Oui, donc il y a des accords entre milices il n'y a pas de hiérarchie, il y a des accords entre les milices qui peuvent s'effondrer facilement s'ils ne sont pas d'accord pour quoi donc que ce soit. Dernière question pour la Libye. Est-ce que si Haftar venait à disparaître, à mourir, est-ce que le sort de la Libye serait déchu ? Non, c'est jamais totalement déchu. Et comme je viens de dire, c'est Haftar qui bloquait le processus politique. Et donc, Blacks, il y a une occasion là, avec le décès de Haftar, de le remplacer avec quelqu'un qui est pour une négociation, qui ne veut pas prendre le pouvoir. C'était l'article 8 de l'accord libyen politique qui voulait remplacer. Et dernièrement, il y a une dispute entre ceux qui ont écrit la Constitution et la Chambre de représentants de l'Est, parce qu'ils ne voulaient pas présenter la Constitution à cause de cet article 8. Donc, il y a une occasion là. Le problème, c'est que Salamé, il n'est pas à la hauteur. Salamé, l'envoyé de l'ONU, il a fait plein de fautes et il appelle aux élections. Dans un moment, il ne faut pas d'élections. Donc, il a fait plein de fautes. Et moi, je crois qu'il faudra un autre envoyé. Donc, dernière question pour la Libye. Est-ce que le successeur de Haftar pourrait être de l'Ouest ? L'Ouest veut ça. Ils ont sujet à Aoun, c'est le conseiller militaire de Sarraj. Mais à mon avis, c'est pas une bonne idée. L'Est doit être représenté par l'Est. Pas seulement l'Est, mais ceux qui étaient... on parle de... les fédéralistes, qui étaient avec les fédéralistes, qui veulent en Libye avec les régents qui ont une certaine puissance, et Aoun, c'est pas la personne qui peut livrer ça à l'Est. Alors, juste 2 minutes pour, bien sûr, passer à notre dernière partie, la Tunisie. Oui. Juste une question, la démocratie en Tunisie. Oui. Allez. Alors, un mot, je sais que vous avez la réponse.
j'ai peur maintenant pour la Tunisie et j'ai peur de cette contre-révolution en cours avec tous les RCDistes qui reviennent à travers les partis et à travers les listes indépendants. Et comme j'ai dit hier, et comme a dit Thomas Jefferson, le 3e président américain, il faut toujours un peu de révolution pour sauvegarder la démocratie. Et là, je vois soit rien, soit la casse en Tunisie. Et entre les deux extrêmes, il faudra un peu de révolution là. C'est bon. Voilà, donc pour récapituler, لهنا باش نعملوا حوصلة صغيرة. donc تعدينا بموضوع ليبيا وملف ليبيا. يقول دكتور ويليام لورانس انه فما نقص كبير في الاتصال بين الجهات والسلطات التونسية والليبية. كيف نحكيوا على بيان سور الرومور نتاع وفاة جنرال خليفة حفتر. يقول انه هذا الكل فما 8 فيرسيون معناتها 8 روايات على وفاة جنرال خليفة حفتر. ويقولوا انه حتى معناتها اللي باش يجي بعده راهو ينجم يكون من نفس الشيرة، ما ينجمش يكون من الغرب، ما ينجمش يكون جاي من حكومة فايز السراج والا من الميليشيا باش يكون لو سور نتاع ليبيا في صالح بيان سور البلدين. وبعد تعدينا بتونس ويقول لهنا كلمة خطيرة أمل حسيتها تكبست شوية. يقول في حديث على الديمقراطية في تونس يقول انه يظهر لي يلزم ثورة أخرى باش الأمور تستوي وباش الديمقراطية تكون ماشية في المسار الصحيح كما قال توم جيفرسون. On vous remercie beaucoup. On est très honoré de votre présence aujourd'hui parmi nous. Docteur William Laurence, on espère vous voir. Est-ce que vous allez revenir? Oui, j'espère. Oui. Je viens plusieurs fois par an, donc j'espère. À chaque fois, appelez-moi. Okay. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur William. كاب اف ام الكلمة ليك.